Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre hebdo. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 5 millions de civils ont fui leur pays selon le Haut Commissariat de l'ONU. Alors pour venir en aide à une partie de ces réfugiés, un convoi est parti mercredi de Montaigu-Vendée à l'initiative de l'association SOS, section opérationnelle secouriste. À bord, 3 montacutins accompagnés d'un traducteur. Ils sont partis en direction de Constanta en Roumanie pour monter une base d'aide humanitaire. Parmi eux, Vincent Soulard, ancien militaire. Nous l'avons contacté en visio. On va monter une base à Constanta. C'est un bâtiment, un grand hôtel-restaurant qui est désaffecté, qui nous a été prêté par la Roumanie. Et depuis cette base, on va pouvoir donc appuyer les ONG qui sont déjà sur place, accueillir des réfugiés ou des personnes qui sont entrantes ou sortantes sur le conflit pour pouvoir les héberger. On a 22 chambres, donc on a de quoi mettre en place. On va également avoir un stockage de matériel. Le matériel qu'on amène par convoi, on va pouvoir le stocker avant de le redistribuer. Et puis enfin, dans un second temps, il est possible qu'on puisse mener des actions un peu plus concrètes au niveau de la frontière ou des zones qui en ont besoin, des actions de secourisme ou d'extraction de personnes. 300 tonnes, c'est la quantité de déchets ramassés chaque année sur les bords des 4800 km de routes départementales en Vendée. Et en ces débuts de printemps, le conseil départemental lance donc sa campagne de ramassage de déchets. 8 agents seront mobilisés à temps plein pour nettoyer nos routes. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'un objet que nous jetons machinalement par la fenêtre par la vitre de notre voiture, eh bien c'est un polluant. C'est un polluant. Première chose, c'est dangereux pour quelqu'un qui peut passer à ce moment-là, dangereux pour nos agents qui vont ensuite devoir les collecter. Là, par exemple, on va commencer les périodes de fauchage. Il est important pour la qualité de la fauche et pour la sécurité que les abords soient très très propres. Donc, ils vont avant passer sur toutes ces zones-là pour enlever tous les objets indésirables que nous pouvons trouver. En Vendée, 12% de la population est âgée de 75 ans ou plus. Des seniors qui souvent souhaitent vieillir à domicile. Mais à partir d'un certain âge, se maintenir chez soi n'est pas toujours évident. Comment préserver son autonomie? De quelles aides peut-on bénéficier? Autant de questions dont le département souhaite s'emparer à travers les forums Bien vieillir à domicile, des tables rondes, conférences, expositions. Au total, 4 forums devraient être organisés dans l'année sur tout le territoire. Et le premier se tiendra le 26 avril à Chambéry. Ça peut être l'accompagnement au niveau administratif. On s'inquiète de savoir comment organiser tout le circuit administratif lorsqu'on vieillit, sa succession, les tutelles quelquefois lorsqu'on a un problème de santé. Mais c'est aussi l'adaptation de son logement. Si on veut vieillir à domicile, il faut souvent adapter son logement. C'est donc trouver les personnes qui vont vous renseigner sur la façon de pouvoir organiser, mais aussi les aides qui peuvent être données par rapport à l'adaptation de son logement. 87% des Vendéens souhaitent vieillir à domicile. Eh bien, ce forum, c'est permettre de trouver les outils pour pouvoir bien vieillir à domicile. En bref, à La Roche-sur-Yon, l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, accueille un nouveau directeur. Éric Guérardi vient donc remplacer Éric Delabarre à la tête de l'Institut depuis 9 ans. Le nouveau directeur prendra ses fonctions à la prochaine rentrée universitaire en septembre 2022. Éric Guérardi qui intervient déjà à l'ICES en tant que maître de conférences en droit. L'été approche, une saison durant laquelle les plages sont très fréquentées et par conséquent, les accidents en mer se multiplient. Alors pour anticiper cette période, la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, commence à former ces nouvelles recrues pour cet été, comme par exemple ici, au Sables d'Olonne, un reportage de Pierre Dalicieux. Des entraînements grandeur nature sur la grande plage des Sables d'Olonne pour être fin prêt pour la saison estivale. Et après chaque exercice, il y a eu une bonne organisation d'équipe, donc Jolan est venu aider. Vient le moment le plus important du débriefing. On leur demande comment ça s'est passé, ce qu'ils voient qui a été bien, ce qui a amélioré. Et nous, après, on leur donne aussi les points positifs et les points améliorés pour les fois suivantes. C'est important, ça permet d'avoir un retour sur l'intervention et de réfléchir après aux autres cas. Ces jeunes recherchent tous bien sûr un job d'été, mais pas uniquement. Être secouriste, c'est un état d'esprit et des compétences qui servent bien au-delà de leur mission en bord de mer. Ça nous apprend beaucoup de choses et c'est vraiment bien dans le secourisme et on peut faire plein d'événements et pour aider les gens. Ça nous apprend aussi les bases du secourisme. Si jamais dans la rue, il y a quelqu'un qui est mal ou quoi. Et il y a vachement d'entraide et de cohésion et c'est ça aussi qu'on recherche et c'est super enrichissant en fait.
Oui, il y a beaucoup de sport et c'est assez dur parfois, mais ça nous pousse à aller jusqu'au bout, quoi. Mais attention, pas question de venir ici pour passer du bon temps d'ailleurs. Le message est très clair de la part des formateurs, même si les jeunes qui effectuent ces stages ont bien conscience de la responsabilité qu'ils auront. Je pense qu'on est quand même bien, on est à la plage, c'est soleil. Après, il ne faut pas s'imaginer que le métier de sauveteur, c'est rester assis et regarder, quoi. C'est quand même intense, il faut rester attentif tout au long de la surveillance. Puisque ça peut être très calme pendant 3 semaines, 1 mois, mais le jour où ça bouge, il faut être là, quoi. Parce que derrière, on a des responsabilités et on leur dit bien sûr, ouais. Chaque année, des centaines de jeunes viennent se former sur les plages vendéennes, des jeunes qui partiront exercer sur l'ensemble des plages françaises. Dans le reste de l'actualité, le breton Corentin Auro a remporté jeudi la grande course de la solo Métrocoque. Le skipper Mutuelle Bleue a bouclé le tour des îles Lieu, Ré et Belle-Île en 1 jour et 23 heures. Tom Laperche est le deuxième à franchir la ligne d'arrivée juste avant Guillaume Pirouel. Écoutez Corentin Auro qui avant la course avait indiqué venir pour gagner. Forcément satisfait parce que en général quand on dit des choses comme ça c'est assez fort de dire ça, j'aime pas trop dire ça moi en plus. Et là voilà, de le dire et de le faire c'est encore mieux, donc voilà. Alors j'oublierai pas que c'est sur une option et qu'il y avait deux petits gars qui étaient bien devant pendant toute la course, mais bon voilà, ça aussi la voile et pour une fois c'est pour moi, donc c'est cool. Une étape vient d'être franchie également pour Benjamin Dutreux. À 200 jours de la route du Rhum, le skipper du Vendée Globe vient de mettre à l'eau son nouveau bateau avec toute l'équipe de Guillaume Environnement Water Family. Une opération importante pour les équipes qui marque la fin de 2 mois de réparation sur l'IMOCA. Un reportage signé Colline Davy. C'est le grand jour pour l'équipe Guyot Environnement Water Family. La mise à l'eau d'un bateau de plus de 7 tonnes et le montage d'un mât de 28 mètres. De chaque côté. L'aboutissement d'un long travail débuté il y a 2 mois. On l'a ramené chez nous à Port-Bourgeonnais pour tout rééquiper, mettre un nouveau système de pilotage automatique. On a également rééquipé le bateau avec un nouveau mât, des nouveaux cordages, etc. Et là, c'est le grand jour, c'est la mise à l'eau. Et c'est des étapes où il y a un peu de pression, donc il faut faire attention dans ces journées-là. Mais par contre, on est hyper content. C'est toujours une belle étape de remettre un bateau à l'eau sous des nouvelles couleurs. On est hyper fiers. Des nouvelles couleurs qui feront le tour du monde au prochain Vendée Globe en 2024. Mais avant ce rendez-vous, Benjamin Dutreux et sa nouvelle équipe vont avoir l'occasion de promouvoir des valeurs communes. L'esprit familial et la protection de l'environnement notamment. C'est le début d'une histoire entre une équipe sportive, un sponsor et une association. Donc voilà, on espère faire un maximum d'actions pour la suite. On continue à intervenir dans les classes, etc. pour essayer d'aller sensibiliser les jeunes à la protection de l'eau. J'espère que c'est le début d'une belle histoire. En tout cas, on met tout en œuvre pour que ce le soit, quoi. Des valeurs partagées comme l'esprit de performance, et ça tombe bien. Car une fois sur l'eau, les échéances vont s'enchaîner. Des essais la première semaine, un baptême le 5 mai, puis le départ de la Bermude 1000 Race le 8. Juste comme ça pour l'instant. Le skipper n'a encore jamais navigué avec ce nouveau voilier, alors forcément, l'envie de prendre le large commence à se faire sentir. On a bossé d'arrache-pied pour pouvoir mettre à l'eau aujourd'hui. Et voilà, après on n'a plus beaucoup de temps avant la prochaine course, donc c'est un moment important. On a préféré passer un peu plus de temps en chantier pour être sûr que tout soit nickel. Donc voilà, là on a juste hâte de pouvoir commencer les essais début de semaine prochaine, quoi. En attendant les départs des essais puis des courses, Benjamin Dutreux et son équipage vont s'installer au Sable d'Olonne, au ponton du Vendée Globe, comme un avant-goût de l'objectif 2024. Et puisque nous parlons de voile, voici quelques images de l'esprit d'équipe. Le bateau et son équipage ont été présentés cette semaine au Sable d'Olonne. Le navire prendra le départ de l'Ocean Globe Race le 10 septembre 2023. Et au cœur du projet de cet équipage, le partage de son aventure, notamment par le biais de l'esprit d'équipe pédagogique, un programme destiné aux scolaires. Ce projet, on veut qu'il soit partagé. On a une association qui porte le projet. On a beaucoup de jeunes qui vont nous suivre, puisque adossés à ce projet de compétition, il y a un projet pédagogique qui est en train de se mettre en place. Et comme l'agglomération des Sables d'Olonne est partenaire, on a proposé à tous les établissements scolaires de l'agglomération des Sables d'Olonne de vivre ce projet pédagogique et en nous suivant.
Après 2 ans d'absence, la foire du port est de retour au Sables d'Olonne jusqu'à la fin du week-end. Et pour cette 39e édition seront présents les professionnels de l'habitat, de l'automobile et de la gastronomie. Au total, 159 exposants sur 3500 mètres carrés de foire. En 2019, l'événement avait attiré près de 20 000 visiteurs. Aujourd'hui, le retour du public dans les allées redonne le sourire aux organisateurs. Il y avait une grosse attente des artisans, une grosse attente des exposants. Ça fait 3 ans. 3 ans que la foire n'a pas eu lieu. Et c'est vrai que même au niveau des visiteurs, voilà, on est jeudi, l'ouverture de la foire. Et je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde pour un jeudi après-midi. Donc on sent qu'il y a un besoin de retrouver un peu de liberté, de prendre un peu de plaisir en famille. Voilà, il y a au-delà du côté commercial, on a aussi tout l'aspect ludique pour la famille. Avec, voilà, les gens peuvent venir, boire un coup, admirer la mer. On a une vue merveilleuse sur Port-Olona. Donc voilà, on peut venir passer un bon moment sur le port des Sables. C'est un événement qui s'annonce coloré. La Biennale revient à Fontenay-le-Comte pour une 69e édition en juin prochain. Un retour très attendu par les habitants puisqu'il n'y en a pas eu depuis 2018. Au programme donc un color run et de la musique avec les concerts de Francky Vincent et le collectif Métissé. Mais la Biennale, c'est aussi le traditionnel défilé de chars. Les 7 quartiers de la ville en fabriquent chacun d'eux et les chars commencent à prendre doucement forme à l'abri des regards. Alexandre Debray. Les dessins, on va les reprendre. Moi, je vais les suivre. Je vais passer entre les blanches et les bleus ou entre les bleus et les rouges, je m'en fous. Et je vais resuivre le dessin, pareil, je vais refaire tout le dessin. Les préparatifs vont bon train au local des Hors. Dans ce hangar, Mireille et les bénévoles du quartier peaufinent leur char. Un labeur enchanteur et pour la coprésidente de ce quartier, ce plaisir remonte à très loin. Pour moi qui suis fontenaisienne depuis ma naissance, en fait, faire la biennale, participer à la biennale, c'est incontournable. Mes parents n'étaient pas vraiment impliqués, mais nous, en tant que jeunes, on était dans l'envie de faire partie. Et ça nous faisait envie de faire aussi les chars comme les adultes le faisaient. On était envieux de le faire. Et aujourd'hui, on a la chance de le faire. Oh, ça colle. Ouais. Ça va, ça tient ? Est-ce que ça tient ? Oui. Chaque groupe dispose de 2 chars. Au total, il y a 7 quartiers, soit 14 chars, plus celui de la mairie. L'organisation ne planifie pas de thème, ce qui laisse beaucoup de liberté pour la parade à venir. Il y a plusieurs thèmes qui ont été choisis donc par les quartiers. Il peut y avoir donc des animaux fantastiques. On peut aussi bien voyager au Portugal. Je vous laisserai découvrir pendant le défilé. Et puis bien évidemment, les enfants seront aussi ravis de voir peut-être Franklin sur son vélo ou Heidi défiler dans les rues de Fontenay-le-Comte. Pour la présidente du comité des fêtes, il faut aussi achever ces chars composés d'animaux parés de 1000 couleurs. 80 000 fleurs sont accolées et une fois fait, le travail n'est toujours pas fini. Les électriciens, après, ils ont tous les cordons lumineux à passer. Donc il y a encore du boulot. Puis après, donc, ils vont le mettre debout. Et après, on aura donc le corps à installer devant, la fontaine, il y a tout le devant à faire et tous les plateaux à coller. Ça fait un nombre d'heures incroyable. Ça se fera. Ouais. Ça se fera. À n'en pas douter, les chars seront donc bientôt prêts. La 69e édition de la Biennale aura lieu du 4 au 6 juin prochain. Et on termine cet hebdo avec le festival L'air d'en rire qui vient de dévoiler sa programmation pour 2022. Du 22 septembre au 8 octobre, une dizaine d'humoristes sont attendus dans 7 communes du bocage vendéen. À l'affiche donc Alex Vizorek, Fabrice Eboué ou encore Oldelaf. Mais organiser ce festival n'est pas de tout repos, surtout après 2 ans de restrictions sanitaires. Aujourd'hui, on a imaginé une programmation qui n'a pas été aisée à mettre en place parce qu'il y a encore des reports, il y a des spectacles qui se sont arrêtés, d'autres qui repartent en création. Voilà, c'est assez bancal, c'est encore fragile le redémarrage, mais on a une très bonne relation avec les productions et on participe quelque part à relancer, on va dire, l'activité culturelle dans le monde du spectacle et de l'humour particulièrement. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est lundi dans la matinale à partir de 7h. Et c'est avec Caroline Tronche. Belle journée et bon week-end à tous.